Alors, j'ai reçu plein de questions qui sont plein de variations du même sujet, qui est en vrai les fondamentaux du parcours FJ, comment le travail est organisé, pourquoi c'est si long, pourquoi la solitude du chaser, pourquoi le runner pense pas à l'autre. C'est une question très drôle. Pourquoi le runner pense pas à l'autre quand il défouraille sa tierce? J'avais jamais entendu ça. Donc j'ai eu plein de questions différentes. Donc on va essayer de faire une réponse globale. Parce que je pense que ça sert à rien que je vous réponde sur des petits détails. Autant faire le tronc commun direct et on va développer. Donc j'ai choisi de commencer par cette question. Pourquoi le runner est si lent, même en pré-réunion? S'il a envie, pourquoi bloquer? Alors, je crois que je t'avais déjà dit, moi, le terme pré-réunion, ça me parle pas. C'est soit t'es en réunion parce que ça y est, t'as démarré un couple et vous vous êtes mis d'accord, soit tout est possible, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. En fait, dans cet état d'esprit d'essayer de se classer dans une étape, c'est l'un des grands reproches que je fais à la littérature FJ. Pas parce que j'ai envie de lui faire des reproches, parce que en fait je suis FJ aussi, j'ai été FJ on va dire, et comme vous je me suis pas luché ses vidéos, ses livres, etc. Et comme vous, parce que vous retrouvez sur mon compte maintenant, on me dit putain ça, il y a un truc qui, en fait ça m'aide à comprendre, c'est toute cette terminologie, toutes ces étapes. Alors d'abord il y a la nana, ensuite il y a ça, après il y a la complétude, après il y a la réunion, et il y a le lâcher prise, et nanani nanana, tout ça. Ça me parle. Moi, ça m'a donné des éléments de recherche pour me démerder avec mon propre parcours. Ça, par contre, ça ne l'a pas résolu. Et ce que je reproche à la littérature FJ, c'est de donner ce sentiment de si je remplis bien toutes les étapes, je vais avoir ma réunion. Et ça pousse nos chers chasers, et puis moi en tête de file, quand j'étais à votre place, de bons vieux syndromes de Lisa Simpson. Premier rang dans la classe, coucou on sait tout, on va tous palucher et on va dire ok ben alors c'est bon, j'ai fait mon lâcher prise, j'ai fait ma nana, j'ai fait ma complétude, j'ai fait ma pré-réunion, du coup la réunion elle est où Jean-Michel? Et ben je l'attends la réunion, faut à boule la réunion, c'est quoi ce bail là tu vois? Et donc du coup on va commencer à un petit peu ronger son frein en disant mais je comprends pas en fait, parce que si on m'a vendu tout un process que j'ai fait avec une grande détermination et de façon exhaustive, pourquoi ça paie pas, tu vois? Sauf qu'en fait, et c'est ça, c'est vraiment le reproche, en fait, c'est pas forcément un reproche que je fais à la littérature FJ, c'est que je trouve ça hyper partiel en fait. Mon expérience personnelle qui n'engage que moi et que je vous transmets non pas comme un dogme, mais vraiment comme une autre vision de laquelle vous pouvez vous inspirer, c'est que personnellement, quand je suis arrivée à cette étape de la fameuse complétude qui normalement signe le ding ding ding, we got a winner, la réunion arrive parce que ça y est, t'as fait toutes les étapes et t'inquiète pas, comme t'arrives au bout de ton parcours, ton runner il est dans les starting blocks et en fait il va partir direct, il va commencer son travail. Et là, moi je vois la mienne qui bouge pas. Tu dis, bizarre, c'est bizarre, tu vois. Donc, comme moi je suis une petite frappe, et que mon papa il m'a toujours dit faut pas croire tout ce qu'on nous dit à la télé. Je me suis dit peut-être pas croire ce qu'on me dit dans YouTube. Et je vais me la faire en mode électron libre en me disant on m'a vendu un parcours, on me vend un dogme, tu sais quoi, je vais le mettre en doute, je vais le mettre en question, vraiment. Et le fondamental qui se cache derrière tout ça, c'est l'amour inconditionnel, le couple sacré, voilà. Cette dimension sacrée qu'on nous inculque, elle a quelque chose aussi en filigrane qui est très présent, qui est vous n'avez pas le droit de toucher à quelque chose qui est sacré. Si c'est sacré, il faut le protéger. Il faut le pouponner. Voilà, c'est doudou, on ne le touche pas, voilà. Donc cet amour, il faut le ranger dans une case, s'il n'y a pas réunion ou s'il n'y a pas encore réunion, dans une case où on va ressentir de l'amour inconditionnel perpétuel pour notre autre, en même temps ressentir un lâcher prise, tout en ne s'empêchant pas d'aller vivre quelque chose ailleurs, parce qu'à un moment donné, la solitude merde. Mais en même temps, faut pas se fermer non plus par rapport à l'autre. Ok. Perso, moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est tendu, les gars.
c'est tendu. Parce que on me dit que pour que mon runner commence son travail, comme tu dis, pourquoi il est si lent, pourquoi ça bloque encore, tu vois. Il faut que moi je sois cool dans la paix, machin, machin. Mais en même temps, on me demande de faire des choses qui, objectivement, sont contradictoires. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de fondamentalement loyal. C'est impossible pour moi de tromper ma nana, par exemple. Je peux pas. Donc là, on me demande d'aimer mon autre, donc d'être loyal envers elle, tout en ne me fermant pas la porte avec quelqu'un. Donc potentiellement, en fait, je vais dire, ouais, je t'aime bien, mais j'aime plus l'autre, mais l'autre, elle veut pas de moi, donc du coup, je décide de t'aimer. Pour moi, c'est impensable. Ça fait zéro logique, zéro logique. Et là-dedans, moi, personnellement, je trouve absolument aucune paix. Et je pense que ce genre d'état d'esprit, il est objectivement inhumain et il est irréaliste. Donc ma Terre Céleste, elle comprend pas bien qu'un organisme, que nos supérieurs hiérarchiques, si se nommer la source, qui sont censés être bienveillants envers nous, nous contraignent à une position humainement et émotionnellement si conflictuelle. Et qu'on est censé conjuguer ça avec le mot paix, paix intérieure, paix mentale, paix émotionnelle. Moi, ça fait pas de sens. Donc du coup, personnellement, là, j'ai commencé à prendre la tangente par rapport à cette idée du couple sacré, de l'amour inconditionnel, etc. C'est de toute façon, ça personnellement, j'en ai fait l'expérience. Et vous qui m'écrivez dans les boîtes à questions, vous êtes en train de faire l'expérience. Et vous êtes tous en train de m'écrire genre, je comprends pas pourquoi j'ai pas le résultat. Parce que j'ai tout bien fait comme on m'a dit. Ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a présenté, et ça c'est une image qui est hyper fréquente dans les guidances FJ, c'est l'oignon. C'est-à-dire, il y a un noyau dans lequel vous avez votre enfant intérieur, votre force vitale, votre vous quasi virginal, vous voyez. Et par-dessus, vous avez tout un tas de couches traumatiques. Qu'en gros, votre parcours va vous permettre de vous délester de ces couches-là, et qu'à la fin, vous reviendrez à votre vous virginal qui sera aligné, ancré et qui vous permettra d'atteindre la fameuse complétude et à terme la réunion. Ou en tout cas, quand vous reviendrez à ce stade virginal là, top départ pour votre runner pour partir et commencer ou en tout cas passer la seconde dans son propre parcours à lui. Sauf que je suis pas contre cette idée de couche parce qu'effectivement, pendant toutes nos vies antérieures, tout notre parcours karmique, et même cette vie-ci, on va accumuler un certain nombre de traumas, ça c'est sûr, dont il faut se délester. Sauf que là où j'aimerais étayer le propos, c'est que ces traumas, ce ne sont pas des petites bulles qui naviguent et on explose et c'est bon, problème terminé. Ça, c'est une conception très de chaser qui, une fois qu'il fait une compréhension, pac, dans sa tête, il enchaîne, il résout le truc, il conscientise, il sort le truc en psychothérapie, avec son travail spirituel, avec une chamane, avec une thérapeute holistique, on s'en fout, peu importe, mais il évacue le truc, paf, ça enchaîne, et il comprend pas pourquoi son copain le renard, il fait pas pareil. Le truc c'est que c'est pas des petites bulles qui naviguent comme ça qu'il faut exploser et pouf, faire le sujet. Dans chaque couche traumatique, dans chaque période en fait, où on a ancré un trauma, où on a vécu un trauma, on a aussi pris un certain nombre de décisions et nos décisions ont souhaité un certain nombre de choses, ont poussé à un certain nombre de choses et c'est ce qu'on appelle des vœux. Et ces vœux, ils ont une trace énergétique qui est particulière parce que leur lit, c'est toujours de l'amour inconditionnel. Toujours. Ce sont toujours des souhaits ou des décisions qui ont été prises pour continuer de s'aimer. Exactement de la même manière que la littérature FJ pousse à la fin du parcours à dire je veux continuer je veux qu'une partie de mon cœur continue à aimer mon chaser, quand bien même je refais ma vie à côté, je veux pouvoir avoir quelque part les deux options. Tout ça a vraiment cette trace d'amour fondamental, d'amour primaire à l'intérieur de nous et on a choisi de se réincarner avec et on le porte en nous. Ça change pas. Le problème, c'est que cet amour, par ces vœux-là, au lieu d'en faire un usage lumineux, positif, on en a fait un usage qui prend sa source dans de la panique, dans de la peur, dans de la phobie. Vous avez fait le vœu de vous aimer, oui,
mais de vous aimer mal. Et donc vous avez récupéré ça dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci. Moi je pense que l'une des grandes missions des FJ, c'est de se rendre compte quelque part que vous êtes coincé dans un film comme Inception, que vous vivez une réalité qui est obstruée par ces vœux-là, et que avant de penser à aimer l'autre, vraiment à faire le jeu de cet amour inconditionnel, du couple sacré, etc., la priorité ultime, c'est de récupérer une perception claire de ce qu'est cet amour qu'on partage. Pour obtenir cette perception claire, il faut se délester de ses traumas, mais il faut se délester de tout le comportement qui a découlé de ces traumas, de tous ces vœux, et qui parfois ont la peau extrêmement épaisse. Il y a certains vœux qui vous empêchent fondamentalement de voir les choses comme elles sont. Et mon expérience personnelle du parcours, et aussi de celle que je suis à travers des couples qui sont en fin de parcours, c'est que il y a une étape que la littérature FJ ne mentionne absolument pas, qui est, ok, en fait là, c'est l'étape Inception. Si vous aimez ce film. Vous voyez la scène où toute l'architecture se met à l'envers comme ça et on ne sait plus quel est le sol et quel est le plafond. Mais c'est exactement ça. Et il faut apprendre à naviguer à un moment donné dans son parcours en se mettant soi-même des œillères, non pas pour pas voir la réalité en face, parce qu'on sait que ce qu'on perçoit c'est faux. Et que donc il faut qu'on arrive à naviguer à travers ces sentiments comme ça, en ne se faisant confiance qu'à nous-mêmes, qu'à notre instinct, indépendamment de tout ce qui se passe autour. Et c'est pas du tout un truc de je mets mes œillères et voilà, qu'est-ce qu'on s'aime, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas du tout ça. C'est même le contraire. C'est voilà, là, en fait, je vois que de l'amour partout. Je vois que des trucs qui me rattachent à l'autre, qui me ramènent à l'autre, qui m'obligent de penser à l'autre, etc. Je me mets des œillères. Je pars du principe qu'en fait, potentiellement, on ne s'aime pas. Et je vais voir ce qui va en découler à partir de là. Et c'est une théorie que vous mettez à l'exercice en disant que de toute façon, si ce couple sacré existe vraiment, si vous avez vraiment ce lien-là, rien ne pourra jamais le rompre. Donc vous ne perdez rien à être un petit peu tête à claque, à jouer les petites frappes sur votre lien, en disant de toute façon, dans la posture où je suis aujourd'hui, ce lien ne m'apporte rien de plus positif puisque la réunion m'est supprimée, on ne me la donne pas. De toute façon, donc autant m'amuser un petit peu avec. Et je vais venir le titiller un peu comme ça et on verra bien ce qu'il nous donnera. Et quand vous arrivez dans cet état d'esprit-là, le parcours se transfigure complètement. Mais vraiment, genre la crêpe qu'on retombe, il n'y a rien à voir. Parce que vous allez passer d'un état d'esprit qui a duré longtemps, plusieurs années, de lunettes roses sur un amour sacré qui vit dans votre cœur, et ça est toujours, à quelque chose de beaucoup plus scientifique, j'ai envie de dire. Là, c'est précisément à ce moment-là que moi, personnellement, mes dons médiumniques ont explosé le plafond. Parce que, puisque maintenant tu es capable de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire de te mettre les œillères et tout envisager, y compris que ce que tu ressens pour ta vie n'est pas de l'amour, tu es même capable d'envisager, entre guillemets, le pire. Du coup, mentalement, consciemment, tu peux recevoir des informations qui vont venir te chiffonner et qu'il ne va pas falloir traiter comme un signe, une synchronicité, mais comme un exercice. Et à partir de ce moment-là, les vœux se montrent à vous. Les fameux vœux que vous avez faits, que vous avez pris, se montrent à vous. Et vous pouvez les voir exactement comme ils sont. Imaginez, vous, avec vos lunettes roses, de j'aime trop mon autre, et qu'on vous dit, t'as fait un vœu de fidélité. La personne, le chaser hyper amoureux, va dire « Ah, mais évidemment que j'ai fait ça, mais moi, mais personne d'autre me touchera. D'ailleurs, quand je regarde quelqu'un d'autre, j'ai envie de vomir. » Enfin, voilà, chaser, lunettes roses. Ok? Sauf que quand vous avez un vœu de fidélité qui se montre à vous, c'est-à-dire, voilà, c'est ça que tu as souhaité dans ta vie précédente, mais que vous êtes dans cet esprit scientifique, vous n'allez pas le voir comme ça, vous allez dire « Ah, mais tout s'explique. Voilà pourquoi je ne peux voir que lui et personne d'autre. » Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Pas parce que j'ai envie d'aller batifoler à droite à gauche,
Parce que j'ai envie que mon runner me donne une bonne raison de lui être fidèle ici. Qu'il vienne, qu'il s'engage auprès de moi, qui m'accorde de l'attention, de la tendresse, de l'amour évidemment, de la présence, de l'engagement. Et parce que j'aurai ça, oui, je pourrai lui donner ma fidélité. Sauf que dans l'état actuel des choses, dans le lien tel qu'il est, mon runner aujourd'hui ne me donne aucune raison de lui être fidèle. Pourtant, je le suis encore par rapport à ce qu'il a pu faire 2 ou 3 ou 4 vies avant. Sauf que ces vies-là, elles sont finies depuis un moment. Moi, je vis cette vie-là aujourd'hui. Mon comportement va s'aligner avec ma réalité aujourd'hui et aussi la sienne. Et quand vous rentrez dans cet état d'esprit-là, en face, vous aviez un runner qui était quelque part bloqué, parce que lui aussi est bloqué par ce vœu de fidélité, qui se dit de toute façon, mon autre, quoi que je fasse, me sera fidèle. Traduction de chaser, permission de faire des conneries. Traduction en runner, il n'y a pas le feu au lac. Pourquoi je me presserais? Là, dans l'énergie du moment, il n'y a rien qui m'oblige, il n'y a rien qui me pousse à changer quoi que ce soit. Sauf que quand vous faites votre petit travail énergétique et que le vœu de fidélité, quick, l'énergie bascule complètement. Et de l'autre côté, vous avez un runner qui commence à sentir quelque chose de différent monter en lui, une forme d'urgence parfois, en tout cas un besoin d'agir différemment, parce que l'énergie l'appelle à faire ça, parce que le fait que vous avez conscientisé ça l'appelle à faire ça. Donc là, à ce moment-là, le runner devient carrément plus rapide, parce que le lien qui vous tenait contraint, vous de votre côté, le contraignez aussi. C'est pour ça que, pour moi, la littérature FJ, elle loupe un truc clé pour le parcours, pas forcément de Chaser, parce que lui, il va faire ses compréhensions. Mais pour le parcours runner aussi. Et c'est à mon sens là que la littérature FJ vraiment omet un truc qui est fondamental, parce que dire que le runner, il va commencer à faire ses compréhensions quand le Chaser, il va aller bien, juste bien, c'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est partiel, c'est la moitié de la réalité des choses, en tout cas de la réalité que personnellement j'ai constatée pour moi-même et des gens que je suis. Ou j'ai des chasers qui disent mais putain mais je pète la forme, pourquoi ça avance pas quoi? Pourquoi je reste bloqué, j'ai la 5D qui explose le plafond, mon autre il est là partout, j'ai des synchronicités à tirer à l'arigot, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, le chaser il est bien, oui, mais il n'a pas coupé ses vœux. Je peux vous prendre un autre exemple. Par exemple, vous pouvez avoir un vœu d'obéissance, hyper répandu aussi, en particulier dans des couples où il y avait un érudit et quelqu'un d'un petit peu, bon, un peu plus simplé, on va dire. Toi, je te promets, t'as la bonne solution, t'as la vérité. Bam, 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 plusieurs vies plus tard, vous avez un chaser qui va toujours penser ça en vous servant des discours du type mais mon autre, comment dire, il me donne toutes les clés de compréhension, il me montre tout, je peux lui faire confiance les yeux fermés parce qu'en fait il capte tout, il comprend tout, machin, machin, machin. Résultat, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un runner en face quelque part un peu imbu de lui-même qui refuse d'être contredit. Mais pas forcément que contredit par son chaser, contredit par tout le monde. Et que si on le contredit, ah ben du coup ça devient lui la victime, etc. etc. Et ça pareil, c'est peut-être s'aimer, mais c'est foncièrement s'aimer mal. Et que ça, tant que c'est pas coupé, le runner il peut pas avancer non plus. Alors oui, quelque part la charge de compréhension incombe au chaser, mais ça pour le coup je suis d'accord avec la littérature FJ quand elle dit que le chaser part en premier, c'est lui qui fait les compréhensions. C'est ce qui amène à cette question, vous dites que le chaser voit sa vie s'envoler, est-ce que la solitude est inévitable et quel est l'objectif? L'objectif, c'est un petit peu comme dans une course de relais, c'est le runner qui passe le relais au chaser pour que le chaser parte tout seul pour comprendre ces vœux-là et voir ces vœux-là. Parce que ces vœux, ils ne sont pas personnels, ils sont partagés. Un vœu de soumission, il est partagé avec quelqu'un envers qui on se soumet. Un vœu d'obéissance, il est partagé avec quelqu'un, le runner, qu'on promet d'obéir et de ne jamais contrarier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le chaser, l'objectif de cette solitude, c'est de pousser le chaser à ce caractère petite frappe pour l'amener à transcender ces vœux-là et inexorablement à la fin, à les couper. C'est pour aller chercher cette libération que le runner, lui, malheureusement, est incapable de fournir par lui-même, en tout cas pendant une grosse partie du parcours, et en particulier le début de parcours, parce que lui, il est concentré sur d'autres tâches qui sont tout aussi importantes.
Quand on dit que oui, mais le runner, il en branle pas une, il fout rien, etc. Non, c'est pas vrai. Il a son propre parcours, sa propre perception des choses, ses propres exercices qui sont différents. Là, on est en train de parler du parcours d'un point de vue de chaser, pourquoi ça se passe ainsi, pourquoi c'est lui qui doit faire ça. Le chaser, il a une force vitale en lui, il a une capacité de se libérer. On lui a donné cette mission-là, on lui a donné aussi la capacité mentale de les percevoir, de les voir, de les conscientiser pour ensuite les ancrer dans l'énergie et à nouveau repasser le bâton de relais pour que le runner ensuite finisse sa course. La solitude du chaser, quelque part, vous pouvez la mesurer à l'épaisseur de ses vœux, à l'importance de ses vœux dans votre lien. Elle est proportionnelle, si vous voulez, à ce qu'il vous faut pour, à un moment donné, décapsuler et dire c'est bon, j'en ai assez. C'est bon, là, fuck. Franchement, fuck. Et j'y vais. Et là, on n'est plus du tout dans un film à l'eau de rose, on n'est plus du tout dans Amélie Poulain. Là, on est en mode Rocky, Jason Bourne et dites ce que vous voulez. Mais en gros, on va casser du lien, clairement. On va défoncer de la gueule. Voilà. Parce qu'on comprend en fait que de toute façon, l'amour comme on le perçoit à ce moment-là, aussi beau soit-il, on se fourvoie aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc si on n'arrive pas à percevoir la raison pour laquelle on se fourvoie, alors il faut aller la chercher. Et donc il y a une dichotomie qui se crée en nous en disant ok, l'amour que je ressens, je vais le mettre de côté parce que je sais de toute façon que cet amour, ça n'est peut-être pas la nature profonde de mes sentiments, c'est potentiellement juste une projection. Il y a une part dedans qui est forcément du coup émanante de ces projections, une projection qui a sa racine dans ses vœux, dans ce que l'autre veut que je ressente, la façon dont ce lien est organisé. Sauf qu'aujourd'hui, on est bien là pour se mettre d'accord sur le fait que cette vieille organisation n'est plus pertinente. Il faut en changer. On est là pour changer les choses. Parce que, je vous le répète, on s'est réincarné avec cet amour, le fameux amour inconditionnel. Oui, je peux pas dire le contraire, mais on s'est aussi incarné avec des méthodes pour s'aimer où on s'aimait mal. Donc l'objectif maintenant, c'est d'apprendre à s'aimer mieux, à s'aimer bien en fait, tout simplement. Parce que s'aimer mieux, un peu moins mal, c'est autant pas le faire, vous voyez. L'idée c'est de s'aimer bien. Et pour ça, il faut apprendre de nouvelles méthodes. Être différemment, penser différemment, ressentir différemment, vous voyez. Et donc du coup, pour ça, on est obligé à un moment donné de se délester de nos projections. Et accepter qu'on vit avec des projections. Cette solitude du chaser, tu peux aussi la mesurer quelque part à notre obstination à pas vouloir accepter ça, c'est-à-dire à dire oui mais je ressens de l'amour inconditionnel, je veux pas le mettre en danger, je veux le garder tel qu'il est, je le mets sous sa cloche telle la rose dans La Belle et la Bête et si ça reste là, elle continuera à vivre. Sauf que dans La Belle et la Bête, à un moment donné, la rose perd tous ses pétales et c'est un gros enjeu dans le film, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Donc cette méthode de je mets cet amour sous cloche et surtout je ne viendrai pas le contrarier, à titre personnel, je pense que c'est se fourvoyer. C'est une projection. Et ça, c'est vraiment une conception qui se projette en général d'un vœu de fidélité. Tu peux avoir un vœu de soumission, mais en vrai, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Tu as tous les vœux qui sont émanés de l'abandon, qui sont horribles, parce que quand tu as des FJ dans les vies antérieures qui se sont retrouvés séparés, pas forcément de leur fait, vraiment séparés, horriblement déchirés, quoi. Ça, mais moi je te mets un billet sur la table que c'est des FJ qui ont fait le vœu dans la panique, dans l'effroi, dans le désespoir on fait le vœu de s'aimer n'importe comment. En fait, on s'aimera toujours, peu importe où on est. Si tu t'en vas, c'est pas grave, je t'aimerai quand même. Et là, dans cette incarnation-ci, ça donne une FJ à Calais, l'autre à Nice, qui se voient jamais, qui se parlent plus, qui ont, je sais pas combien de kilomètres entre les deux, beaucoup trop, tu vois. Parce que dans leur âme, dans les vœux qu'ils ont fait, il est inscrit que c'est ok, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu s'aimer à 800 ou 1000 km. Voilà, c'est bon. Contrat rempli, c'est fait. Donc moi je pense que c'est pas ce que vous voulez au fond dans cette incarnation-ci. Et que justement si vous avez une envie contraire à ce vœu, c'est justement pour lui tordre le cou, pour lui démonter sa race. Voilà. Donc là c'est on coupe. On fait la coupe, petite coupe coiffure en rasa blanc en disant ouais super mignon le vœu d'amour de s'aimer n'importe où, n'importe comment et on y a cru hein, et tout ça. Ok, mais ça c'était la vie d'avant en fait. Moi dans cette vie-ci, je souhaite qu'on s'aime mais qu'on s'aime bien.
qu'on s'aime pas avec panique, qu'on s'aime pas avec peur, avec effroi, avec abandon, avec désespoir, avec stress. Je veux pas que nos vœux émanent de ça. Je veux qu'ils émanent d'une situation simple, toute bête, légère, de je suis là, t'es en face de moi, on se plaît, on s'aime bien, on a envie de passer du temps ensemble. Et nos vœux d'amour, ils devraient émaner de ça, d'une relation de ben me voilà, ma vie elle est juste là et on va faire une jolie petite relation de couple, un joli petit amour tranquillou pépouze quoi, tranquillou bilou et personne va nous emmerder. C'est ça le vœu d'amour qu'il nous faut en fait, pas un vœu de ah mon Dieu si tu pars à l'autre bout du monde je t'aimerai toujours. Non. Ce qui amène à cette question aussi, vous avez vu maman elle tient son fil, hein. Franchement propre. Est-ce que tu connais des gens qui ont réussi à se détacher de beaucoup de bobos d'ego grâce au parcours FJ? Oui, présente, plein d'amis FJ, des gens que j'ai rencontrés, il n'y a pas de souci, mais c'est le fruit d'un processus. Et ça intervient, de l'ego, comme ça, il intervient juste au moment où tu acceptes en fait de te délester de ces projections et de te rendre compte que si tu continues à vivre à travers ces projections-là, c'est-à-dire le fameux... la projection d'amour inconditionnel, de mon autre il sait, de je lui dois loyauté, je lui dois fidélité, etc., ça ne t'apportera strictement rien. Et si tu l'arrêtes, ton ego, il n'aura pas bobo. C'est en continuant de croire ça que tu te fais mal à l'ego. C'est en alimentant, en fait, si tu veux, une narration comme ça, qui te flatte quelque part du fait que tu appartiens à cet amour sacré. Ton couple, il sera pas moins sacré si tu commences à lui poser des questions. Parce que l'idée de s'entretenir dans cette dimension de couple sacré, d'amour inconditionnel, c'est je veux pas le questionner. Je veux pas qu'il me renvoie la possibilité d'un échec, d'un petit truc à gratter. Je veux qu'il soit lisse, parfait. C'est l'amour inconditionnel, c'est beau, c'est waouh, tu vois. Je veux pas aller fouiller ça. Le truc, c'est que ton couple sacré, je vais être méga violente, voilà, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il existe potentiellement dans les énergies, dans ton karma, dans ton machin, ce que tu veux, la source, tout ça, ok, très bien. Mais dans ta réalité à toi, ta réalité de qu'est-ce que tu fais demain, ton couple, il n'existe pas. Ton autre, il n'est pas là. Il n'y a pas de couple là, tout de suite, maintenant. Donc, le couple sacré, c'est très mignon, mais l'essai, il n'est pas transformé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, mon expérience de tout ça, ma vision des choses, qui je répète toujours, n'est pas un dogme, qui est une piste, c'est que avant de s'occuper de tout ça, faut déjà balayer devant sa porte. La porte, elle se situe dans ce qui va se passer demain, pas dans 10 ans, pas dans la vie d'après, pas dans l'énergie, dans ce qui va te passer dans ta journée demain, parce que tes frustrations, ton amertume, ta rancœur, tout ça qui font le lit de l'ego, ça se passe demain, voire même tout de suite, tu vois. Donc on va prendre ça en charge et se demander qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là que sera demain. Quelles sont les projections qui vont s'activer dans cette journée-là? Qu'est-ce qui va m'empêcher? Quels sont les vœux qui vont s'activer, qui vont m'empêcher de voir les choses comme elles sont? Quels sont les vœux qui vont s'activer, qui vont m'empêcher de me sentir libre, capable de faire ce que je veux, de reconstruire ma vie hors de mon runner ou avec mon runner, peu importe. Mais quels sont les obstacles, les obstructions auxquelles je vais faire face demain? Et mon vécu personnel, j'ai jamais eu autant ce ressenti de relation sacrée. Moi, j'aime bien le terme équipe, d'équipe sacrée, d'équipe choisie, tu vois, pour travailler ensemble, que depuis que j'ai eu cet état d'esprit de petite frappe. Clairement. Clairement. Parce que, juste, quelque part, on m'a remercié de tout ça. Et on me dit, putain, en fait, on aime bien, quoi. Moi, la source, elle me dit, putain, on aime bien quand tu fais ça. On aime bien quand tu viens triturer comme ça, parce que ça avance. Et j'ai jamais autant vu et ressenti ma FJ, mais ma vie actuellement, dans son parcours personnel, elle performe. C'est une fusée. Elle est en train de partir comme ça. Parce que elle est toute seule. Je suis pas là en train de la regarder comme ça. Et elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ok qu'elle fasse ce qu'elle veut avec moi. Alors qu'avant, j'étais pas contente. Je voulais aller triturer un peu le truc. Non, mais fais ce que tu veux. Mais bon, n'oublie pas quand même. Tu vois, un truc comme ça. Là, quelque part, j'en ai plus rien à foutre. Qu'il y ait réunion ou pas, ça effleure même pas mon ego. Clairement, on est hors sujet. Et surtout, aujourd'hui, je sais que je suis dans une position de me montrer telle que je suis vraiment.
y compris avec mon ego, parce que je sais que mon ego, aujourd'hui, il est un petit peu plus ancré qu'il a pu l'être dans le passé, où j'avais peur de me montrer de telle manière à ma runneuse, où j'avais peur de faire ceci, et puis elle aussi, ou de penser comme ça, ou du coup je me bridais énormément. En me bridant, je faisais des conneries, en face avec une runneuse qui me fait hey, tu fais des conneries, pourquoi tu me dis ça, faut pas me dire ça, hey, tu sais ce que ça me fait, des trucs comme ça. Bref, tu vois que l'ego, faut comprendre que les problèmes d'ego, comme tu dis, parce que l'ego, on a tout ça. L'idée, c'est qu'il faut qu'il soit ancré. Les problèmes d'ego, c'est justement un espèce d'effet boule de neige qu'on n'arrive pas à couper à la base, tu vois. Mais ça part justement parce que ton ego, il n'est pas ancré. En fait, à avoir ces problèmes d'ego, tu ne gagnes strictement rien. Et excuse-moi d'être violente, mais quand ton ego s'éclate au sol, dans un de ces nombreux épisodes du parcours FJ, oui, il peut y avoir des conséquences sur l'autre, un effet boule de neige, etc. Mais la seule personne concernée, en vrai, c'est toi. C'est méga nombriliste. C'est le propre de l'ego, c'est le principe même, c'est le concept. Tu vois, c'est méga nombriliste. C'est-à-dire que les conséquences, c'est toi qui te regardes ton nombril en disant ah, je suis une pauvre merde, pourquoi j'ai fait ça, nanana. Et ton autre, il voit ça, il fait qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, tu vois? Donc, avec les problèmes d'ego, la seule chose qu'on s'amène, c'est de la stagnation. Et on s'empêche tout seul de réussir. On ne gagne strictement rien à avoir de l'ego. Derrière l'ego, il y a quoi? Il y a la dimension d'honneur, de ne pas perdre la face, etc. Mais la face, tu la perds déjà. Dès le moment où tu es dans l'ego désancré, tu perds déjà la face. C'est déjà fait. Donc, à partir de là, foutu pour foutu, vas-y, libère-toi.